Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire accompagné un établissement cible d'usage des services socles sur le moyen et le long terme. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour à tous, bonjour Dominique. On va commencer par faire notre petit chat pour voir si le son marche pour tout le monde, si le son et la vidéo marchent pour tout le monde. Vous avez vous voyez, sur la partie droite de l'écran, vous avez le chat. Je vais vous écrire bonjour à Bonjour. tous. Voilà. Et est-ce que le son et la vidéo sont corrects pour tout le monde? Oui. Christine, Bonjour bonjour Madame Eugène. Christine. Nickel. Qu'est-ce Bon, qu'on bah, fait, parfait. Jean-Rémy, on essaie de vous faire monter sur scène. On n'est pas très nombreux. Ça pourrait être intéressant de se retrouver sur scène. S'il y a des questions, si comme ça on pourrait moduler nos échanges et le faire comme ça de vive voix, ce serait peut-être mieux que d'écrire dans le chat. Donc on vous encourage à monter sur scène. Madame Eugène, venez nous rejoindre sur scène. On a l'habitude de se voir, donc du coup, ce ne sera pas un souci. Stéphanie, Stéphanie, bonjour. 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 Ouais, je crois qu'on va être 8 ou 9 participants au maximum. Donc, tant qu'à faire, plutôt que de faire un webinaire descendant, moi, je te rejoins tout à fait, Dominique. Ouais. Autant répondre à vos questions, participer, que ce soit plus sympa pour vous, et même pour nous, pour animer, c'est plus sympa quand on sait que vous avez des questions et qu'on y répond de manière plus précise, c'est plus sympa pour nous aussi, quoi. Allez, bah, du coup, on vous laisse monter sur scène et puis on se retrouve tous sur scène et du coup, on déroule. Donc là, quelques petites sessions, quelques informations pratiques. Alors, sachez que cette session est enregistrée. Vous recevrez tous le lien de rediffusion. Donc, les interlocuteurs, ben, Jean-Rémy, je te laisse te présenter. Eh bien, merci Dominique. Jean-Rémy Pugibé, donc je travaille avec Dominique au sein du collectif Système d'information médico-social PACA et donc je suis particulièrement en charge d'accompagner les établissements dans le programme SMS numérique lors de leur dépôt de candidature et puis également j'ai une casquette sur la promotion des usages au même titre que Dominique. Voilà, et donc moi, Dominique Gaillard, chef de projet ESMS numérique. Donc je suis plus particulièrement chargé d'accompagner les établissements qui sont dans le programme ESMS numérique, donc la phase d'après celle de Jean-Rémy, puisque du coup Jean-Rémy, c'est la phase de construction des grappes et de réponse à l'appel à projet. Et moi, ensuite, je suis les établissements et effectivement, on travaille aussi de concert sur le collectif SI et on partage beaucoup de missions au grade PACA. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler un peu des usages et surtout de la mise en évidence des usages, mais pas que sur le moment, c'est-à-dire essayer de maintenir les usages sur le court ou moyen ou le long terme, comme on voudra, sachant que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec ces phases de mise en place des services numériques, notamment au travers des différents programmes qu'il existe, l'idée, c'est de mettre en place des usages dans les établissements, des usages des services numériques. Et donc, nous, aujourd'hui, on va un peu se positionner sur on a mis en place ces services numériques et comment faire en sorte que ces usages numériques perdurent. Et ça, c'est la grande interrogation aujourd'hui, puisque du coup, comme vous le savez, la mise en place des services socles, ce qu'on appelle services socles, l'utilisation de l'INS, du Mon Espace Santé, du DMP, de la messagerie sécurisée, c'est assez nouveau et l'idée, c'est que au travers de cette mise en place, on puisse les faire perdurer. Donc là, on va vous parler un petit peu de la partie feuille de route, puisque du coup, cette partie-là est très importante. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on était sur une feuille de route qui s'est déroulée jusqu'en 2023 et aujourd'hui, on a une nouvelle feuille de route 2023-2027 qui met en exergue comment mettre le numérique au service de la santé. 4 axes, donc vous les avez ici, prévention, prise en charge, accès à la santé, cadre propice. Donc on ne les a pas déroulés, mais vous aurez le lien qui vous permettra d'aller consulter cette feuille du numérique. 18 priorités, 65 objectifs. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de s'intéresser au cadre propice. Donc, c'est de déployer un cadre propice pour développer les usages et l'innovation numérique en santé. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, du coup, je pense que c'est à toi, Jean-Rémy.
Ouais, je vais vous commenter un peu cet élément-là. Alors pour faire fonctionner toute, cette feuille de route, une feuille de route, c'est une politique publique. Vous voyez, Dominique, il vous dit la feuille de route 2023-2027, c'est une politique publique qui vise donc à, numériser le système de santé et le système médico-social. Et donc pour faire fonctionner cette politique publique, eh bien, il y a des socles techniques, il y a des astuces, il y a des programmes, heu et ils sont un peu matérialisés sous ces formes de silos. Vous voyez, le FINES, vous connaissez le FINES, votre établissement, un FINES, le ROR, le répertoire d'orientation, le RPPS, plus on en reparlera, les moyens d'identification, l'INS, la MSS Santé, Mon Espace Santé, le DMP, Via Trajectoire, et je ne les cite pas tous. Et en fait, il faut savoir que dans tous ces silos, eh bien, on peut les considérer comme quand même relativement compliqués les uns les autres. Hein. Quand on regarde derrière chaque silo, il y a une complexité, il y a une astuce, il y a une sécurisation, il y a des moyens d'identification. Il faut toujours avoir en tête quand même que c'est lié au fait de sécuriser quelque chose qui est le plus sensible en France, qui sont les données de santé. L'objectif de cette politique publique, c'est de sécuriser les données de santé des Français et des résidents des ESMS, mais également de donner accès à ces données pour les partager à bon escient au bon moment pour mieux soigner et augmenter les chances. Donc, le jour où vous vous direz, oh là là, c'est vachement compliqué ce programme-là, ayez toujours en tête, s'il vous plaît, que c'est pour protéger les données les plus sensibles de France. Ok, alors peut-être Je te pour rends la parole, compléter ouais. tes propos, Jean-Rémy, on voit que sur cet environnement du DUI, hein, vous voyez qu'on a un bel écran avec marqué DUI. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce DUI devient aujourd'hui interopérable et communicant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller sur le site de l'INS, qualifier les INS, on peut aller accéder directement à mon espace santé via le DMP pour aller consulter ou alimenter le DMP. On peut directement envoyer un message sécurisé à son médecin ou à l'institution qui travaille avec vous pour échanger des données de santé. On va bientôt pouvoir connecter le e-parcours. On a déjà Via Trajectoire qui s'est imposé. On a la possibilité, comme le disait tout à l'heure Jean-Rémy, de consulter des bases comme l'annuaire santé, le FINES, le ROR, le RPPS+. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce DUI qui est au centre du dispositif, qui crée et qui permet les usages, devient interopérable et communicant. Donc ça, c'est hyper important. Et là, aujourd'hui, sur ce DUI, il est découpé en 3 volets, un volet administratif, un volet médical et soins et un volet d'accompagnement. Et du coup, ce DUI vous permet, au travers de vos pratiques dans vos établissements, d'harmoniser les pratiques, hein, de se dire que aujourd'hui, on a des pratiques qui sont au quotidien. Le DUI devenant communicant et interopérable, du coup, il faut se moderniser et essayer d'harmoniser ces pratiques et d'amorcer le changement pour que ça puisse être efficace et opérationnel dans tous les établissements. Ces services numériques vont considérablement aussi améliorer la qualité de l'accompagnement puisque du coup, vous allez échanger de l'information en toute sécurité, vous allez pouvoir consulter divers documents, accéder à mon espace santé, au DMP, échanger de la donnée de santé. Donc, tout ça permet d'augmenter la qualité. Vous allez pouvoir aussi structurer des parcours de coordination puisque bientôt, via Trajectoire, ou même déjà c'est opérationnel, vous aurez après des services numériques comme le e-parcours qui vous permettront de faire de la coordination en direct. Donc voilà, le DUI vous permet d'accéder à différents volets du DUI et à un espace de communication interopérable. Donc CDUI est hyper important et vous permet d'évoluer et de produire des documents que vous allez pouvoir soit produire en interne ou échanger. Donc vous avez votre DUI aujourd'hui qui est le dispositif important et vous avez autour ce qu'on appelle des documents et des données numériques qu'on peut soit obtenir en réception, soit en émission. Donc là, vous avez par exemple dans le DUI, projet personnalisé d'accompagnement, qui est un document important dans le cadre du programme ESMS numérique, mais pas que. Vous avez le dossier de liaison d'urgence, qui est un document aussi important que vous allez pouvoir pousser dans le DMP ou à tout établissement qui pourra accueillir un usager en difficulté. Et puis vous avez d'autres documents, voilà, qui sont, il y en a beaucoup, hein, qui sont accessibles en réception et en émission.
Et puis, vous avez donc cette fameuse matrice d'habilitation qui permettra aux professionnels de santé de pouvoir accéder en fonction de leur profession à différents documents qui sont, il y a 90 documents et chaque métier, chaque habilitation permettra d'accéder à un certain nombre de documents. Donc vous voyez qu'il y a quand même un nombre important de documents qui peut graviter dans votre DUI. Voilà, donc le DUI, c'est le dispositif, on va dire métier, qui est le point central du quotidien. Et autour de ce DUI, eh bien, on y associe des services et des référentiels socles. Alors, moi, ce que je peux rajouter sur cet élément, c'est qu'aujourd'hui, on parle des usages, les cibles d'usage, la pérennité des usages. Et en fait, pour bien maîtriser les usages, je pense qu'il faut maîtriser ces quelques aspects. Vous voyez, le DMP hébergé au sein de mon espace santé. Hein, vraiment avoir se représenter, vous le savez, mais je me permets de vous le rappeler. On y reviendra sur mon espace santé. Mon espace santé, vous imaginez que c'est un cercle dans lequel, c'est un espace, un cloud dans lequel il y a un aspect, une partie du cloud qui est un DMP, un dossier médical partagé, dans lequel on va pouvoir déposer des documents et les consulter. Et ensuite, il y a un autre aspect qui est à la main de l'utilisateur, à la main du Français qui a activé son espace santé pour pouvoir et consulter et rajouter des documents et piloter finalement tout son espace santé. Le deuxième usage qu'il faut bien maîtriser, c'est la messagerie sécurisée de santé. Donc, on y reviendra plus longuement, mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir échanger des données de santé par un mail, hein, vraiment je caricature mes propos, par un mail qui soit dans un circuit sécurisé dans lequel on ne peut pas récupérer le document pendant son transit. Donc un circuit sécurisé. Il faut également bien maîtriser l'identifiant national de santé, tout simplement pour pas confondre Jean-Rémy Pugibé, né en 77 à Avignon, et Jérémy Pugibé, né lui aussi en 77 à Avignon, pour vraiment lui faire en sorte que ça soit les bons patients qui reçoivent la bonne thérapeutique, la bonne prise en charge. Donc vraiment un système de sécurité qui permet d'identifier avec un haut niveau de sécurité le bon patient et la bonne thérapeutique. Et également maîtriser Pro Santé Connect, qui est un moyen d'identification qui, là encore, sécurise l'accès à tout un bouquet de services numériques. Donc, on reviendra dans les slides d'après sur le chemin qu'il faut suivre pour pouvoir activer ces éléments-là, donc activer le DMP, activer mon espace santé, activer la messagerie sécurisée, l'INS, etc. Mais il faut bien maîtriser, pour promouvoir les usages, il faut bien maîtriser voilà, ce cercle-là. Mon espace santé, le DMP, la messagerie sécurisée de santé, l'INS et Pro Santé Connect. Je propose qu'on passe sur la slide d'après. Vous voyez, je vous disais que pour avancer sur ces usages-là, il faut suivre finalement un parcours et un chemin. Donc, Dominique vous parlera du RPPS+, il vous parlera d'autres éléments, mais il y a un prérequis qui est la contractualisation avec l'ANS. La contractualisation avec l'ANS, c'est un contrat d'adhésion qui est passé entre l'entité juridique, donc l'établissement qui possède un finesse juridique, représenté par une personne physique ou morale, et donc qui donne accès au DMP et également au service d'INSI. Pour cela, il faut contractualiser avec l'Agence du numérique en santé, c'est-à-dire je sous-signé EHPAD A ou ESMS B, je m'engage donc à contractualiser et à pouvoir donner accès au DMP avec tout ce que ça comporte. Donc la première étape, c'est de contractualiser avec l'Agence du numérique en santé, et avec cette contractualisation, vous allez pouvoir commander vos cartes qui vont permettre de piloter tout votre compte administrateur qui va orienter, donc qui va permettre à votre établissement d'avoir accès aux usages numériques que l'on vient que l'on a cité dans la slide préalable. Donc, et donc vous allez avoir donc ces cartes qui vont nécessiter un lecteur de carte. Donc une carte, c'est un moyen d'identification qui est comme une clé. Cette clé vous donne accès vous donne un accès sécurisé
le plus sécurisé possible à l'INS, au DMP et à la messagerie sécurisée de santé. Donc c'est un parcours pour lequel on a, avec l'aide de l'animation territoriale du grade, structuré des ateliers d'accompagnement et on vous encourage à y participer. C'est simple, mais parfois on a quelques blocages, quelques questions, quelques petites astuces à apporter, mais vraiment c'est relativement simple normalement la contractualisation avec l'ANS. Je crois que c'est moi qui fais la Ouais, slide d'après. Hein, ouais. pareil sur Pro Santé Connect. Pro Santé Connect, au début, ça peut sembler un peu, ça peut poser question, mais à l'usage, c'est vraiment un système qui marche super bien. Pro Santé Connect, c'est là encore un moyen d'identification qui permet, via une application sur un smartphone, de se connecter à un bouquet de services, donc soit à votre DUI, soit à la messagerie sécurisée de santé, soit à vos espaces de professionnels. Hein, Dominique et moi qui avons un diplôme d'infirmier, quand on se connecte sur notre espace de l'Ordre national des infirmiers, on utilise Pro Santé Connect et c'est beaucoup plus simple que d'utiliser le mail, le mot de passe, la double authentification. Pro Santé Connect, c'est vraiment un système de double authentification, mais extrêmement ergonomique, qui est sur un smartphone. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je prends souvent le parallèle avec vos comptes bancaires. Vous voyez, maintenant, quand vous vous connectez sur vos comptes bancaires, vous avez une obligation d'avoir un système à double authentification. Vous vous connectez, ou pour faire un paiement, hein, vous vous connectez, puis on vous demande une validation complémentaire. Pro Santé Connect, c'est le même esprit, mais avec un environnement hautement sécurisé. Donc, vous aurez peut-être l'occasion de voir des démonstrations de cet outil. Il est extrêmement simple et hyper efficace. Oui, donc du coup, le Pro Santé Connect, c'est quand même le certificat, enfin le moyen d'identification qui est retenu dans le cadre de l'accès aux services numériques, hein, qui va devenir obligatoire pour tous les services numériques à partir du 1er janvier, notamment le DUI, hein, 1er janvier 2026, où vous aurez accès à votre DUI via Pro Santé Connect. Il existe déjà des éditeurs, hein, qui ont mis en place Pro Santé Connect et que chaque professionnel qui doit aller consulter DUI passe par Pro Santé Connect. Donc ça, c'est un utilitaire qui sera vraiment développé au fil des jours, hein, j'ai envie de dire, parce que du coup, c'est dans les tuyaux rapidement et chacun pourra l'utiliser en toute quiétude via son moyen d'identification électronique. Ok, ça c'est Pro Santé Connect. Donc aujourd'hui, on a sur une utilisation de Pro Santé Connect, vous voyez, la possibilité d'intégrer sa carte CPS dans une ICPS, hein, ou alors obtenir un numéro RPPS. RPPS plus, grâce à ce RPPS plus, obtenir une ICPS. Et donc aujourd'hui, il y a à peu près 310 000 CPS actives pour plus de 300 services numériques raccordés. Donc on est dans une augmentation significative de ces services, 120 000 utilisateurs. Donc aujourd'hui, Pro Santé Connect est vraiment le service choisi pour s'identifier. Je vous la montre à l'écran. Je vous montre la mienne. Donc, hop, vous voyez. On la donc voit pas trop. Je vais sur ICPS tout de suite. Est-ce que non, on voit pas. Il y a mon fond d'écran. On voit pas non plus. Voilà. Non, vous voyez rien. C'est juste. Bon, c'est juste. Vous cliquez sur une application et vous accédez directement sur votre ICPS. Pour ceux qui ont la possibilité d'en avoir, mettez-la en place. Vous verrez que c'est quand même extrêmement simple. En préambule, tout à l'heure, on disait que pour pouvoir mettre en place des usages, essayer de les pérenniser, de les rendre réguliers au quotidien, il faut bien les connaître. Donc aujourd'hui, on va vous dérouler les principaux, hein. L'INS, hein, qui est l'identité nationale de santé de chaque résident. Tout à l'heure, Jean-Rémy a fait un parallèle sur l'identification avec Jean-Rémy ou Jérémy. Du coup, sachez que l'INS est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Logiquement, tous les établissements de santé, y compris les établissements médicaux sociaux, sont dans l'obligation de qualifier l'INS de chaque résident, patient, usager, peu importe comment vous l'appelez. À chaque fois qu'un nouveau patient arrive, il faudra qualifier son INS. Alors, à quoi ça sert l'INS? Eh ben, ça sert à favoriser l'échange et le partage des bonnes informations.
Ça sert à sécuriser le référencement d'identité des données de santé de l'usager. Et bien évidemment, tout ça nous permet d'améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge. Donc aujourd'hui, vous avez un process qui permet de qualifier l'INS via ce qu'on appelle le téléservice INSI. Vous avez des 5 traits de caractère qui officialisent l'usager. En fonction de ces traits de caractère, vous allez pouvoir appeler le téléservice. Ce téléservice, quand vous l'aurez appelé et vérifié sa carte d'identité, l'adéquation avec sa carte d'identité, vous recevrez normalement une identité qualifiée, ce qui veut dire que cet usager aura une identifiée qui lui permettra d'être sûr que c'est le bon usager à qui vous allez faire les soins ou organiser une prise en charge. Bonjour, le support. Il y a une question, Jean-Rémy, peut-être regarder la question. Et donc, du coup, chose importante, c'est qu'une fois que vous aurez qualifié l'INS, vous allez pouvoir accéder à des services numériques, notamment Mon Espace Santé. Vous allez pouvoir accéder à Mon Espace Santé, notamment au DMP, hein, on l'a dit tout à l'heure, consulter le DMP via les droits de la matrice d'habilitation, évidemment de l'alimenter aussi. Hein, si vous n'avez pas de qualification d'INS de votre résident, vous ne pourrez pas accéder à son DMP. Ensuite, alors, avant que je prenne la présentation, donc Eric, oui, le support sera envoyé en ligne et il sera également vous le recevrez par email à la fin du webinaire. Vous êtes inscrit par un mail. Sur votre mail, vous aurez un lien pour le visionner à nouveau et avoir accès à la présentation. Donc là, je vous ai préparé cet élément sur Mon Espace Santé parce que j'ai à cœur que vous puissiez briller dans les dîners en ville. Vous savez que Mon Espace Santé, finalement, c'est une réussite. C'est une politique publique. Il y en a certaines qui marchent plus ou moins. Celle-là, c'est une réussite. Alors, on a 97% des Français qui ont un profil Mon Espace Santé ouvert. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y en a que 1,4% qui se sont opposés à l'ouverture de Mon Espace Santé. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal pour quelque chose qui est assez novateur dans notre paysage. Et donc, on a une prise en main qui s'accélère puisqu'il y a une différence entre le taux d'ouverture de Mon Espace Santé et le taux d'activation. L'activation, c'est le fait que l'on ait fait une démarche volontaire d'ouvrir Mon Espace Santé. Et là, c'est 17,7%. Et c'est un chiffre qui ne cesse de progresser. Donc, on est, globalement, on a 17% des Français qui l'ont activé, qui ont vu ce qu'il y avait comme document. Et de manière générale, quand on l'active, on voit vraiment l'utilisation on voit vraiment l'intérêt de cette politique publique. Vous voyez, vraiment, pour comprendre le numérique en santé et à quoi ça sert, de mon point de vue, le plus simple, c'est de se dire, je regarde mon propre espace santé en tant que patient. Je vois mes vaccinations, je vois mes bilans sang, je vois mes rappels, je vois tous mes questionnaires de santé, je vois mes dernières volontés, ma synthèse médicale. C'est extrêmement précieux. Et vous pouvez vous dire, voilà, tous vos documents médicaux qui sont dans vos tiroirs, classés, pas numérisés, etc., vous pouvez les mettre dans Mon Espace Santé. Et ça, c'est une vraie plus-value en augmentation de chances médicales. Hein, c'est ce terme-là, vous l'avez appris pendant la crise du Covid. Pour ceux qui ne sont pas dans le secteur sanitaire ou qui sont pas dans le secteur médical, l'augmentation de chances, c'est vraiment de pouvoir suivre une situation de santé via le fait de bien renseigner l'histoire de la maladie, l'histoire d'un parcours de santé. Donc, nous aussi, on vous encourage pour accompagner vos bénéficiaires, donc vos résidents, que ce soit en EHPAD ou dans tous les établissements médico-sociaux, de les accompagner pour qu'ils prennent en main, pour qu'ils comprennent Mon Espace Santé, voire que ceux qui se sont opposés à l'ouverture puissent revenir sur ça. Parce que voilà, il y en a certains qui ont refusé l'ouverture parce qu'ils n'ont pas compris à quoi ça servait. C'est quand on l'active et quand on regarde les documents et le nombre de documents et l'organisation de Mon Espace Santé que l'on voit à quoi ça sert. Donc, Je pense que le message, c'est de dire accompagnez vos bénéficiaires. Alors, j'ai posé la question j'aurais mis sur le chat une petite question. Hein, avez-vous activé votre propre espace santé? Alors, Madame Eugène nous a dit oui. Voilà, donc intéressant de savoir si
cet espace santé a été activé, hein, puisque du coup il est créé mais pas forcément activé. Voilà, donc Eric aussi répond oui. Donc du coup, si on veut être acteur de sa santé, il est bien évident qu'il faut activer son espace santé, le consulter. Vous verrez vos documents qui vont être alimentés, donc ça important. Donc ça nous fait rebondir sur le dossier médical partagé, hein. Donc aujourd'hui, un des services socles importants, c'est le DMP, hein, puisque du coup, le DMP est le carnet de santé numérique de chaque usager. Et il est évident que le DUI a une partie importante d'action pour qu'on puisse alimenter ce DMP. Donc, vous voyez que ce DMP, il est au centre du dispositif, intégré dans mon espace santé, comme le rappelait Jean-Rémy. Évidemment, l'usager garde le contrôle de son DMP, ses autorisations. C'est lui-même qui va pouvoir guider à qui il va autoriser la consultation de tel ou tel document. C'est lui qui va être garant de ces documents. Donc, du coup, ça permet d'avoir la main. Donc, vous avez deux possibilités, soit une alimentation, soit une consultation. Donc, bien connaître le process. Pour pouvoir consulter le DMP, il faut une carte CPS, donc via ProSanté Connect, et puis ensuite on a accès via la matrice d'habilitation, selon sa profession, à un certain nombre de documents. Donc vous voyez qu'ici, dans cette petite slide, on a alimentation avec les documents qu'on peut déposer, et la consultation où on peut aller vérifier et consulter les documents. Donc ça, très important, service DMP. Ensuite, vous avez la messagerie sécurisée, qui est alors là, on vous a marqué, hein, ne pas utiliser le fax, ne pas utiliser une messagerie générique. Aujourd'hui, pour échanger de la donnée de santé, il faut utiliser le canal sécurisé de l'espace de confiance de messagerie sécurisée de santé pour que vous puissiez échanger des données de santé. Donc là, les établissements devront prochainement, pour ceux qui ne l'ont pas encore, se doter d'une messagerie sécurisée et d'échanger régulièrement avec d'autres professionnels ou d'autres institutions de la donnée de santé en toute sécurité. Ensuite, on va passer à une petite partie qui s'appelle le RPPS+. Aujourd'hui, vous savez que pour accéder à des services numériques, il faut avoir une carte, un numéro RPPS, hein, pour la plupart. Et donc, du coup, aujourd'hui, il existe plusieurs autorités d'enregistrement, notamment les autorités d'enregistrement qu'on appelle les ordres, hein, qui représentent 8 professions, qui est l'autorité d'enregistrement de tous les médecins, sages-femmes et infirmiers. Donc, c'est une obligation juridique. Il y a à peu près 1 200 000 professionnels de santé enregistrés aux ordres. Vous avez aussi toutes les professions qui doivent s'enregistrer aux ARS, hein, ce qu'on appelle ADELI, mais qui est en cours de mutation vers le portail EPARS. Donc là, 21 professions réglementées, à peu près 400 000 professionnels de santé. Et puis, on avait au centre d'autres professionnels, mais qui n'avaient pas d'autorité d'enregistrement, qui ne pouvaient pas accéder à un certain nombre de services numériques. Donc, on a créé ce portail RPPS+, qui permet de pouvoir bénéficier d'un numéro RPPS. La particularité, c'est que c'est l'établissement qui emploie le professionnel qui devient l'autorité d'enregistrement. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 10 000 professionnels de santé inscrits au RPPS+, qui représentent à peu près 22 professions. Donc, vous l'aurez compris, c'est l'établissement qui va gérer les professionnels de santé inscrits au RPPS+. Alors, comment on peut... N'hésitez pas. Alors, Dominique, n'hésitez pas à nous interpeller sur cette partie-là, parce que Dominique et moi, par expérience, nous avons énormément de questions d'établissement autour du RPPS+. Comment je me connecte, à quoi ça sert, quelle profession, etc. Donc, si vous avez des besoins d'éclaircissement, n'hésitez pas. On a plusieurs slides sur le RPPS+, mais n'hésitez pas à nous interpeller. C'est le moment ou jamais. Voilà, donc pourquoi s'enregistrer sur le portail RPPS+, hein, ben c'est tout simplement parce que pour pouvoir bénéficier d'un moyen d'identification électronique, d'un numéro RPPS qui va vous permettre d'accéder à des services numériques et de développer des usages, hein. Donc, on est en plein dans le stratège. Donc, le développement des usages, si on n'a pas de moyen d'identification électronique, on ne pourra pas les développer. Donc, aujourd'hui, pourquoi enregistrer sur le portail RPPS+? C'est bien parce que je suis un professionnel intervenant dans la prise en charge et l'accompagnement des usagers selon les 6 rôles, hein. Vous avez
six rôles identifiés dans la matrice du portail RPPS+. Alors vous les avez, on va pas les détailler tous. Deuxièmement, je n'exerce pas une profession à enregistrement obligatoire que sont les ordres et les ARS. Je dispose d'un DUI et j'ai besoin d'accéder à des données de santé, ça bientôt obligatoire. J'ai besoin d'échanger des données de santé en toute sécurité, accès à la messagerie sécurisée de santé. J'ai besoin d'accéder au DMP selon les droits de matrice d'habilitation. Ça veut dire je peux consulter selon mon rôle, on le verra tout à l'heure, un certain nombre de documents. J'ai besoin d'une identité numérique avec un numéro RPPS. J'ai besoin d'un moyen d'identification électronique. Alors, petite particularité du portail RPPS+, c'est que lorsqu'on est inscrit sur ce portail-là, on ne peut bénéficier que d'une carte ICPS, donc besoin d'utilisation d'un smartphone. Donc, si vous faites partie de ces 7 items, ben, je dois être enregistré dans le portail RPPS+. Alors, qu'est-ce que vous permet le portail RPPS+, ou en tout cas l'accès au RPPS? Eh bien, ça vous permet d'obtenir évidemment votre numéro RPPS. Alors, ce numéro est personnel et pérenne, hein, c'est-à-dire que vous n'en aurez qu'un tout au long de votre vie professionnelle que vous allez pouvoir garder, même si vous changez d'établissement. Seule la situation et l'établissement, la situation professionnelle et l'établissement changent, le numéro RPPS reste le même. Ça vous permet d'obtenir un moyen d'identification électronique, une ICPS en l'occurrence, qui vous permettra via ProSanté Connect de vous connecter sur les services numériques. Ça vous permettra aussi d'obtenir une messagerie sécurisée de santé nominative à votre propre nom ou évidemment une messagerie organisationnelle. Ça vous permettra d'accéder en consultation au DMP, évidemment de vous connecter à ProSanté Connect et bientôt, à partir du 1er janvier 2026, d'accéder directement au DUI, comme le font déjà certains éditeurs. Donc aujourd'hui, on a fait un petit focus, mais vraiment simple sur l'enregistrement. Aujourd'hui, pour pouvoir gérer le RPPS+, il faut nommer un gestionnaire qui a un rôle de mandataire. Il faut identifier les besoins des établissements, c'est-à-dire dire, ben voilà, j'ai telle profession référencée dans mon établissement qui devra avoir accès à ces services numériques, qui pourra consulter le DMP, les enregistrer. Et une fois que vous les avez enregistrés, bon, au bout de 30 minutes, ils ont leur numéro RPPS. Au bout de 24 heures, ils apparaissent dans l'annuaire santé. Et au bout de 48 heures, ils peuvent activer leur ICPS. Donc, vous voyez que vous avez là, par exemple, 5 rôles identifiés avec des déclinaisons qui sont des déclinaisons métiers. Vous l'avez ici en plus détaillé, donc les 6 rôles. Hein, vous avez donc les 6 rôles avec dessous ces 6 rôles, vous avez les professions qui y sont rattachées et vous avez les documents qui y sont rattachés aussi avec sur les 90 documents que peuvent consulter dans le DMP, on a 36 documents accessibles via le RPPS+, ce qui représente à peu près 40%, et on voit que par exemple sur la fonction de coordination, on a accès à 34 documents, alors que sur la fonction administrative d'appui à l'organisation, on peut en consulter que 5. Donc voilà, donc en fait le portail RPPS+ vous donnera accès à un certain nombre de documents et vous permettra de développer des usages en fonction de la qualité de votre établissement. Donc là, on a rappelé un peu le focus sur les prérequis des services numériques et les prérequis aux usages. Et là, maintenant, on va rentrer un peu dans la spécificité logicielle qui vous permettra d'identifier les accès aux services numériques. Alors, donc, sur les... Voilà. Attends, Dominique, tu m'entends ou pas? Oui, ouais, très bien. Tu m'entends? J'ai eu une petite coupure. Ouais, c'est bon, tout va bien. Donc, moi, je veux vous parler un peu des éditeurs référencés Ségur, tout simplement parce qu'on a eu plusieurs échanges avec des établissements qui finalement étaient en train de sélectionner des éditeurs et nous nous sommes rendus compte qu'ils mettaient dans la comparaison de logiciels des éditeurs qui n'avaient pas obtenu leur référencement Ségur. Ça veut dire qu'à terme, ça allait être des éditeurs qui auraient été mis en place
sans avoir la possibilité que le DUI puisse interopérer avec la messagerie sécurisée de santé, avec l'identifiant national de santé, avec le DMP. Donc autant vous dire, vu l'énergie que l'on doit mettre pour changer de dossier usager informatisé dans une structure, en choisir un qui n'est pas référencé Ségur, c'est quand même quelque chose qui est pas une bonne option. Voilà. Donc vraiment, vous avez 59 éditeurs qui sont référencés avec un référencement qui évolue en permanence. Et vraiment, la condition sine qua non, c'est de sélectionner votre éditeur parmi ces éditeurs référencés Ségur. Et il faut savoir qu'ils ont un référencement par couloir. Le référencement par couloir, ça signifie que l'éditeur, par exemple, lequel est-ce que je vais pouvoir prendre en milieu de liste, Xelia, par exemple. Xelia, avec son logiciel Ximi, Ximi, il est référencé dans 2 couloirs, donc le couloir domicile de mémoire et le couloir personne âgée. Un autre éditeur comme Malta, eh bien, est référencé dans le couloir personne âgée. Donc, selon votre catégorisation d'établissement, que vous soyez en secteur domicile, en secteur personnes âgées ou en secteur personnes en situation de handicap ou en secteur accompagnement, hébergement, insertion, il faut vraiment que vous choisissiez votre éditeur qui a apporté la preuve que sa fonctionnalité permet de s'adapter à ces typologies de structures. C'est vraiment ça. Un référencement Ségur, c'est je suis référencé dans un couloir parce que j'ai fait apporter la preuve que mes usages dans le secteur personnes âgées sont en adéquation avec mes fonctionnalités. Alors, du coup, je reprends la main. Ouais, j'ai répondu à la question d'Isabelle. Hein. Ah, génial, merci. Voilà, donc du coup, on reparle un petit peu du DUI et on relie le DUI au service socle. Donc, vous voyez que vous avez 7 volets, admission, soins, accompagnement, coordination, gestion administrative du médicament de l'usager. Vous avez les usages qui sont au centre et évidemment, vous avez tous les services socles, hein, ce qu'on appelle les services socles. ProSanté Connect qui vous permettra de vous authentifier. La gestion de l'INS qui permettra d'identifier votre usager, la gestion du DMP qui aura un usage de communication, la gestion de la messagerie sécurisée qui sera un usage de sécurisation des données, et évidemment le RPPS et RPPS+, hein, comme on l'a dit, qui sera un usage professionnel, donc avec une spécificité reliée à l'utilisation d'un moyen d'identification électronique propre aux professionnels. Donc ce DUI est la plaque tournante des usages et de l'utilisation des services socles. Donc vous l'avez ici en cartographie, hein, vous connaissez tous, on vous l'a rappelé, mais vous la connaissez tous, cette cartographie, c'est en quelque sorte le DUI mis à plat avec les différents volets. Vous avez ici l'ergonomie, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Rémy, vous avez l'ergonomie du logiciel. Donc aujourd'hui, vous avez tous un logiciel plus ou moins efficace, entre guillemets, relié à votre activité. Alors, il y a des éditeurs spécialisés dans tel ou tel secteur ou thématique de profession. Et aujourd'hui, pour pouvoir créer des usages, il faut que votre logiciel puisse recourir à une ergonomie qui soit efficace parce que utilisée tous les jours, quand on a une ergonomie qui est simple, fiable, intuitive, on développe plus des usages que quand c'est une usine à gaz. Et on le verra plus tard qu'il y a certains critères qui sont fondamentaux pour pouvoir utiliser ces services. Donc, optimisation des tâches. Comme vous le savez, hein, les logiciels, c'est l'optimisation des tâches simplifiées, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et ça mouline et ça fait des actions. Donc, automatisation, ergonomie, sécurité, fiabilité. Donc ça, c'est l'optimisation des tâches. On parle pas souvent, mais c'est important, le bien-être des utilisateurs. Hein. Quand on rentre dans le DUI, est-ce que ça va être une usine à gaz pour le faire fonctionner ou est-ce que ça va être intuitif? Ça va être facile. On va rapidement à communiquer dans les différents onglets. On va rapidement accéder à différents services. Donc ça, c'est important sur le bien-être des utilisateurs. Et puis, bien évidemment, est-ce que tout va être intégré à l'intérieur? Est-ce que ProSanté Connect va être implémenté? Est-ce qu'on va pouvoir faire de l'INS facilement en appuyant sur un seul bouton? Est-ce qu'on va accéder au DMP facilement? Est-ce que la messagerie sécurisée sera intégrée? Est-ce que, par exemple, le PAP, le projet d'accueil personnalisé, sera intégré? Donc, tout ça, ce sont des services et référentiels SOC importants d'intégrer dans l'ergonomie du logiciel. Donc, c'est vrai que nous, on est un peu de l'autre côté de la barrière.
dans le cadre du suivi de projet des programmes SMS numériques, on rencontre beaucoup d'éditeurs et évidemment beaucoup de grappes et d'utilisateurs et on voit qu'il y a des logiciels qui sont plus ou moins efficaces, d'autres qui remportent un vif succès, d'autres un peu moins. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir un logiciel efficace qui correspond bien à ce que vous attendez et surtout faites-les fonctionner quand vous allez dire bah voilà, moi je veux un logiciel pour mon EHPAD ou pour mon SIAD. Allez voir les éditeurs, demandez-leur qu'ils vous mettent accès à une plateforme de test et que vous puissiez les utiliser. J'aurais mis tu as levé la main. J'accentue tes propos parce que c'est vrai qu'on a eu fait des webinaires sur l'accompagnement au changement et vraiment ne sous-estimez pas cette partie-là de mise en place d'un dossier usager informatisé, mais même de tout logiciel dans une structure médico-sociale. Voilà, il faut accompagner, il faut mobiliser, il faut suivre, il faut engager la direction générale et de ce fait, si vous cumulez en plus de cette inertie ou de cette complexité d'accompagnement au changement, un logiciel qui n'est pas adapté ou qui est mal accepté par les utilisateurs, vous complexifiez grandement cet aspect-là qui n'est pas facile dans une structure. Isabelle, vous avez une question également, j'en profite pour répondre parce que ça fait le lien avec la slide qui s'affiche. Par la suite, l'utilisation du DUI, cela n'est plus nécessaire une fois la ICPS enregistrée avec l'utilisateur. Alors, je crois comprendre que dans vos propos, ce qu'il faut voir, c'est que à partir du 1er janvier 2026, pour vous connecter au DUI, il faudra utiliser donc un moyen d'identifiant électronique, une ICPS, pour vous connecter au DUI. Pour l'instant, c'est pas encore une obligation, mais à partir du 1er janvier 2026, ça arrive vite. Hein. C'est pour ça que il faudra activer une ICPS. Donc quelque part, tous vos utilisateurs qui vont dans le DUI auront une ICPS. Il faut vraiment prendre l'habitude d'avoir une ICPS pour tous les utilisateurs qui vont dans le DUI. Oui, mais je crois comprendre aussi que c'est en fait, une fois qu'on a connecté son ICPS, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser tout le temps? Alors oui, mais à un moment donné, elle se déconnecte, hein, forcément, hein, puisque du coup, il y a des temps de latence. Donc, vous aurez de toute façon besoin d'un smartphone pour avoir la carte ICPS à proximité pour pouvoir se connecter. C'est indispensable. Je te laisse enchaîner sur l'infrastructure, Jérémy. Ouais, sur le matériel. Donc le matériel, bon, on a souvent des échanges avec les établissements. Bon, moi j'ai coutume de dire aussi attention à pas surinvestir cette partie-là parce que maintenant on a quand même beaucoup de logiciels qui sont en mode SaaS. Donc c'est pas la peine d'avoir des ordinateurs ou des tablettes qui aient une puissance faramineuse puisque ce qui compte c'est quand même d'avoir un bon réseau. D'avoir un bon réseau Internet, une bonne fibre pour pouvoir accéder à ces logiciels qui sont sur des serveurs extérieurs à votre structure. Donc, c'est des DUI qui sont, pour la majorité du marché maintenant, en mode SaaS, donc hébergés sur des structures extérieures. Ce qui est quand même un argument intéressant en termes de sécurité, puisque la sécurité du serveur, elle est assumée par l'éditeur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut donner un blanc-seing à l'éditeur, mais globalement, ça vous exonère d'une partie cyber qui est quand même assez importante. Donc, OK, il faut des équipements adaptés au volume des utilisateurs, mais surtout, donc un nombre de tablettes, un nombre d'ordinateurs, mais pas forcément des ordinateurs extrêmement puissants. Le réseau, je vous en ai parlé. Le lecteur de cartes, n'en faites pas une montagne, le lecteur de carte CPX, ça coûte 12 € pour le premier prix, 25 € pour les prix maximum, sur tous les sites de commande en ligne, chez votre fournisseur habituel, etc. Donc le lecteur de carte, c'est un lecteur de carte monofente au format PCSC. Voilà, vous n'hésitez pas à nous questionner si jamais vous avez besoin de ça. Donc, il vous en faut 3, 4, 5 par structure médico-sociale. C'est pas une grosse affaire. Et les certificats logiciels, donc pour installer ces certificats, eh bien forcément, soit c'est votre éditeur qui prendra la main pour le faire sur le DUI, soit c'est vous qui devrez le faire et il faudra bien entendu être administrateur de vos postes. Et là encore, sur les certificats. À nous rejoindre sur l'atelier numéro 2 qui sont programmés. Voilà, tout à fait. Donc là, on a vu un petit peu toute l'infrastructure, la partie logicielle, la partie infrastructure matérielle.
Et là, on va aborder la conduite du changement vers les usages du numérique dans les établissements, évidemment tous les objectifs. Donc le Ségur du numérique, quel intérêt au quotidien? Un programme ambitieux évidemment, puisque du coup on met en place des services numériques avec beaucoup comment dire, d'applications pour les usages, je vais y arriver, au service des professionnels. Donc, le volet numérique a pour objectif, évidemment, d'accélérer les usages. Retenez bien cette définition, c'est une définition très importante, il faut qu'elle vous suive, et notamment au niveau du RPPS+, généraliser, partage fluide et sécuriser des données de santé entre professionnels et usagers pour mieux soigner et mieux accompagner. C'est le but de tous ces services numériques, c'est essentiellement ça, c'est donc améliorer la prise en charge, vous l'aurez compris. C'est aussi accélérer de façon significative l'échange de données de santé, puisque du coup, c'est espérer augmenter les échanges de documents médicaux via le DMP, via les messageries sécurisées, via les DUI, puisque vous pouvez le faire de façon automatisée. Et puis, c'est évidemment fédérer l'ensemble des acteurs pour augmenter le partage des données de santé, renforcer le partage des données de santé, les échanger en toute sécurité via les services socles. Ensuite, quelle est dans la conduite du changement, les objectifs? Eh bien, vous avez une définition qui est la conduite du changement doit disposer de moyens suffisants pour exister. C'est les ressources. Dans le but d'obtenir un bon résultat, c'est la cible. Et évidemment, la conduite du changement permet d'accompagner les collaborateurs dans le but de faire accepter à ces collaborateurs des pratiques habituelles vers les usagers. Donc, les objectifs du changement vers les services numériques, c'est améliorer la qualité de la prise en charge, bien évidemment, on en a parlé, réduire le temps lié à la transition opérationnelle, meilleure communication, meilleur échange, meilleur système d'information, meilleur document, meilleure aide à la décision. Tout ça augmente l'efficacité. Augmenter les tâches dites automatisées. Dans un logiciel, quand on appuie sur un bouton, ça fait pour beaucoup et pas que pour un. Favoriser l'esprit collaboratif au sein des institutions, ça c'est le partage entre professionnels. Améliorer la granularité de l'exhaustivité de l'information. On passe à des degrés d'information qui sont beaucoup plus détaillés, plus fluides, plus échangés. Évidemment, échanger, favoriser les échanges et évidemment éviter les erreurs de patients thérapeutiques grâce à ces services SOC, notamment à l'INS. La conduite du changement, vous avez, on a fait une petite balance sur qu'est-ce que la conduite du changement, quels sont les facteurs clés de réussite, quels sont les freins. Vous les aurez tous identifiés dans vos structures, puisque du coup, chaque structure a ses propres clés de réussite et freins. On arrive à foncièrement les mutualiser en clés de réussite et voir les mêmes identifiés en freins. Donc, c'est se former, évidemment, former individuellement et collectivement. La conduite du changement, ça ne peut pas fonctionner sans formation. Et là, c'est vraiment primordial. L'encadrement, les managers de proximité à divers étages, vous avez cette notion d'implication des managers pour évidemment montrer le cap, former et mobiliser les personnels. C'est évidemment aussi procéder étape par étape pour valider les échéances programmées par les équipes. On ne va pas tout de suite mettre en place tout ou rien, mais on va former, organiser et ensuite mettre à disposition. C'est aussi valoriser le changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut donner des explications tangibles, plausibles, efficaces à cette conduite du changement. Pourquoi on utilise des services SOC? Pourquoi on utilise des services numériques? Pourquoi on fait de l'INS? Pourquoi on va consulter le DMP? Pourquoi on va utiliser tel ou tel logiciel? Pourquoi on va utiliser telle ou telle infrastructure? Voilà, tout ça sont des relais d'informations qu'on doit faire passer dans les institutions. On va toujours rencontrer des freins. Moi, je connais rien à l'informatique. Aujourd'hui, vous n'y connaissez rien, mais demain, une fois que vous aurez été formé, managé par vos cadres de proximité, vous aurez accès à ces services numériques en toute quiétude.
Le manque d'appétence au numérique, ça aussi c'est pareil, c'est des informations à faire passer via les établissements, via les directions d'établissement, les managers. Non, c'est pas quelque chose qui va durer 2 minutes et après on va s'en séparer. Non, aujourd'hui on est dans un processus de transformation numérique. Tous les établissements devront à un moment donné utiliser ces services numériques. La résistance au changement, très important, hein, la peur de l'échec. Oui, mais moi, je sais pas trop bien faire. Est-ce que quand je vais me connecter, est-ce que je vais pas tout planter? Est-ce que je vais pas tout casser? Est-ce que je vais y arriver? Donc ça, oui, encore une fois, l'implication des managers est importante. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est une mauvaise communication. Aujourd'hui, on voit que dès l'instant où il y a une chaîne d'information dans les établissements et notamment avec des équipes projets, c'est-à-dire, ben voilà, on va vous présenter le DUI, on va vous présenter ces services socles, on va vous présenter les accès, on va vous présenter les usages, et du coup, on s'en approprie le côté positif et non pas le côté négatif. Puis après, bon, il y a le manque d'écoute, la précipitation de vouloir aller trop vite, le défaut de mise en cause, voilà, tous ces freins-là, vous les avez identifiés aujourd'hui. Pour pouvoir maintenir les usages, il faut toujours maintenir la balance du côté des facteurs de réussite et non pas des freins. Donc, il faut que les managers et les cadres de proximité agissent positivement grâce à cette équipe projet sur l'utilisation des services socles. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, de toute façon, ça, ce sont des comment dire, les freins et les clés de réussite, on les rencontre dans tous les établissements. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a des usages ou pas d'usage, hein, tout simplement. Hein. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de compenser la formation, l'implication pour freiner, évidemment, tout ce qui pourrait se mettre en travers des usages. Alors, le maintien des usages sur le long terme. Oui, Jérémy, je vois que tu as envie de pousser une. Ouais, je vais prendre le. Sur la partie. Alors sur la partie accompagnement au changement aussi, et il y a lieu d'être optimiste hein, parce que comme tous les Français, ils sont 4 heures par jour sur leur smartphone, derrière des écrans, le numérique dans les salariés ont leur vie personnelle qui est complètement dans lequel le numérique est extrêmement présent. Donc voilà ça se fait sans problème, mais il faut activer tous les leviers d'accompagnement et de management du changement. Alors, sur les définitions des usages, je propose qu'on passe sur la slide d'après. Alors, hop, je suis pas sur le bon écran. Voilà, génial. Bon, on vous a mis une petite définition des usages. L'idée générale, quand même, c'est l'usage en soi, c'est un premier point. Ce qui compte, c'est que ces usages rentrent dans une pratique quotidienne, pérenne et utile pour les bénéficiaires. C'est pour ça que sur cette slide-là, on vous a mis bien des usages qui sont dans ce champ-là, c'est-à-dire des usages qui sont maintenant admis, acquis, pérennes et sur lesquels les utilisateurs le font au quotidien. Donc, si vous vous connectez, vous vous êtes connecté sur mon espace santé, vous voyez que vous avez les documents de radiologie, de compte rendu de prescription, les médicaments délivrés, les documents de sortie, les documents, etc. Et ce cercle-là, je le trouve assez intéressant parce que ça illustre bien le fait que mon espace santé, c'est la pierre angulaire de communication entre tout le système de santé. Le système de santé, il est représenté par la médecine de ville, les pharmacies, les établissements de santé, donc l'extérieur du cercle. Les établissements communiquent entre eux dans ce cercle avec, c'est la ligne rouge, par messagerie sécurisée de santé, mais également, ils peuvent envoyer des documents et communiquer au travers du DMP et de mon espace santé. Donc, vous voyez, plutôt que d'avoir cherché à interconnecter le foyer d'accueil médicalisé avec le laboratoire de biologie, eh bien, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'interconnecter tout l'écosystème au DMP plutôt que chaque établissement et chaque structure localement disent je me connecte en direct avec le CH, avec la radiologie, avec la médecine de ville. Voilà, là, on peut communiquer sur tout le système de santé via mon espace santé et entre tous les acteurs de santé avec la messagerie sécurisée de santé. On a quelques points sur les usages, Dominique. Voilà, oui, les usages et les partages de documents. Donc, on va pas rentrer dans le détail. Vous avez ici une pléiade de documents que vous pouvez échanger par secteur. Hein, vous avez secteur PA, PH, domicile. Donc, vous voyez, vous les aurez. Ce sont des documents qui sont soit au format
PDF, soit au format intégré dans votre logiciel, mais vous les connaissez déjà, sachant que ils sont modifiables. Vous avez ici Moi, j'ai une question, quelques cas d'usage. Dominique. Ah, Dominique, oui. j'ai une petite question, moi. J'ai une petite Ouais. question. Tu peux, s'il te plaît, revenir sur les slides. Tu sais, je me dis que ça serait intéressant qu'on dise à nos interlocuteurs qu'est-ce que ça signifie, ces petites lettres N1, N2, etc. De façon à ce Ils sauront pas. voilà. On sait déjà qu'ils sauront pas parce que Alors, c'est les formats. voilà. Et moi, ce que je peux vous dire quand même, c'est que, vous voyez, quand on a un document avec un format N3 ou N1, ça veut dire qu'en fait, il s'alimente dans le DMP de manière structurée. C'est-à-dire que quand on envoie un document qui a une certaine norme, on sait que c'est une prescription. Quand on envoie un bilan 100, on sait qu'il a une certaine norme. Quand on envoie, vous voyez, c'est ces documents-là qui permettent de pouvoir immédiatement les classer dans le DMP. Et c'est pas un PDF sur lequel on doit chacun faire la pioche en disant ça c'est une ordonnance, ça c'est un bilan 100, ça c'est une radiologie. Ça permet vraiment une structuration des données dans le DMP. C'est ça la catégorisation N1, N2, N3. Ok. Vous avez ici des cas d'usage. Alors aujourd'hui, évidemment, l'objectif, c'était de mettre en place des usages dans vos établissements et surtout les rendre pérennes. Donc, vous avez ici six fiches d'usage qui seront intégrées dans la visio. Bon, on va pas les détailler, mais vous les aurez. Très intéressant. Elles sont très complètes, rédigées via les professionnels et l'ANS. Donc, très intéressant. Alors, maintenant, on en est à la question fatidique. Maintenir les usages, comment, à votre avis, comment on maintient les usages dans les établissements? Et ça, c'est une question qu'on vous pose et on aimerait bien que vous puissiez nous apporter quelques éléments de réponse dans le chat ou si vous voulez monter en scène, n'hésitez pas parce que c'est très important. Et aujourd'hui, comment maintenir les usages? Ça veut dire, vous avez déjà pris conscience que ces usages-là sont importants et que du coup, vous avez envie et vous souhaitez qu'ils perdurent. Christine est en train de nous écrire, donc je vois pas. Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Bon, on va pas faire durer le suspense trop longtemps. Suivi des indicateurs. Alors effectivement, ça peut être une source de maintien des usages hein, en allant régulièrement vérifier si les établissements produisent des indicateurs, hein, puisque du coup vos DUI sont tous équipés de production d'indicateurs. Donc ça, c'est une première possibilité, effectivement, les indicateurs. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de miracle, hein, puisque pour pouvoir maintenir des usages, c'est lié aux institutions elles-mêmes. Vous voyez qu'ici, vous avez au centre du dispositif le maintien des usages avec une flèche qui dit sur le long terme. Et on a trois parties. On a la partie institution, on a la partie usager, on a la partie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui est le plus important dans la partie institution? Eh bien, il faut qu'il y ait un logiciel référencé Ségur, ça, tout le monde l'aura. Il faut qu'il y ait une infrastructure adaptée, un équipement adapté et suffisant, des réseaux étendus et fiables, un débit calibré et stable. Il faut que les services et référentiels soient accessibles. Il faut qu'il y ait une réglementation structurée. Et puis, 3 points de suspension, on pourra rajouter plein. Sur les usagers, il faut qu'on ait des documents de santé à échanger. Il faut que mon espace santé soit activé, ou en tout cas créé. Il faut qu'on ait un DMP qui puisse être consultable et alimentable. Il faut avoir qualifié son INS l'INS de l'usager pour pouvoir alimenter. Il faut avoir une messagerie citoyenne et une messagerie professionnelle active. Et puis, pour les professionnels, alors, vous voyez qu'il y a un petit V. Hein. Le petit V, ça veut dire c'est celui qu'on met un peu en évidence. Le management d'équipe, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'équipe projet, les relais des cadres de santé, des cadres de proximité, c'est très important. Il faut avoir une bonne formation initiale et surtout une formation continue. Les logiciels, ils ont des spécifications qui évoluent, ils ont des utilitaires qui évoluent. Toujours maintenir un niveau de formation élevé. Il faut évidemment pour créer des usages, utiliser le portail RPPS+, et enregistrer ces professionnels qui, pour l'instant, n'ont pas de rôle. Il faut dédier du temps à ces professionnels pour les accompagner. Il faut qu'il y ait évidemment une compréhension de l'écosystème, hein, services numériques, accès aux services numériques, documents, accès aux documents, consultation des documents. Donc, tout ça est important. Il faut qu'il y ait évidemment une collaboration interne-externe. Interne, c'est que tous les professionnels de santé utilisent le DUI, échangent des documents.
alimentent le DUI, font des transmissions, s'échangent des documents. Et à l'inverse, à l'extérieur, c'est avoir accès à des consultations liées aux médecins traitants, médecins spécialistes, pardon, pouvoir échanger avec d'autres institutions, pouvoir bénéficier des remontées d'informations via les laboratoires, l'imagerie médicale. Donc tout ça sont des collaborations internes et externes. Et évidemment, il faut qu'il y ait une application pluridisciplinaire. Il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul médecin qui alimente ou qui permette d'utiliser ces services numériques. Il faut que tout le monde soit impliqué dans le maintien des usages au quotidien dans les établissements. Donc, pas de recette miracle, de l'investissement, de l'implication, de la formation, des usages, de la bonne humeur aussi, parce que sinon on n'y arrive pas. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être que vous, de votre côté, vous avez aussi des pistes intéressantes, outre les indicateurs. Alors, les médecins ont-ils une butée pour se mettre en conformité? Car je ne sens pas vraiment le désir de se mettre en conformité. Ouais, Alors, on va peut-être vous faire une réponse à plusieurs niveaux. Donc là, on est dans une phase de politique publique qui est incitative, y compris pour le secteur médico-social, c'est-à-dire que il y a des financements plutôt généreux pour numériser vos structures, pour entrer dans le numérique en santé. C'est la même chose pour la médecine de ville. Donc, il y a plutôt pas mal d'argent pour faire monter de version les logiciels des établissements médico-sociaux et enfin des établissements des structures de professionnels libéraux. Ils sont quasiment tous maintenant informatisés. S'ils veulent pas utiliser des messages sécurisés, s'ils veulent pas alimenter le DMP, on est quand même sur une situation où il faut faire évoluer par processus. C'est-à-dire, vous pouvez pas, si le médecin vous dit je ne veux absolument pas alimenter le DMP, c'est dérangeant parce que c'est quand même c'est une perte de chance. Hein. Le fait de ne pas alimenter un DMP pour un patient, c'est une perte de chance, au même titre qu'une équipe médicale qui ne remplirait pas des documents de santé dans une équipe hospitalière. Vous voyez, le fait de remplir les documents, de remplir un dossier médical, c'est une augmentation de chance pour suivre l'histoire de la maladie. Donc, c'est dérangeant qu'un médecin vous dise je n'alimente pas le DMP, c'est hors de question, etc. et s'arc-boute là-dessus. Parlez-lui de ce sujet d'augmentation de chance. Parce que c'est souvent parlant, hein, c'est la même chose que remplir un dossier médical. Le partager les informations, ça aide à prendre en charge les patients et ça aide à mieux les soigner. ok. Donc si, oui. Pardon, non, non, vas-y, termine, Jérémy. Et donc l'autre élément, c'est ils n'ont pas vraiment le désir de se mettre en conformité. Vous savez, de plus en plus, on est sur un processus où il y a pas forcément la majorité des médecins libéraux qui utilisent tout l'écosystème, mais on en a de plus en plus. Et ceux qui le font, ils trouvent un vrai intérêt. Et finalement, ça progresse. Mois après mois, ça progresse. Donc, on est sur un processus où tout le monde doit s'y mettre, les patients, les médecins, les établissements, en essayant de regarder cette politique de santé comme étant une politique d'augmentation de chance. C'est la même chose en établissement médico-social. Quand vous remplissez des informations, que vous le suivez au quotidien, vous soignez mieux vos bénéficiaires, vous les accompagnez mieux, vous réduisez la perte d'autonomie, vous augmentez les capacités des bénéficiaires en partageant l'information et en suivant cette information. C'est la même chose. Je t'ai Ok. coupé, Dominique. Ouais, non, non, pas du tout. Voilà, maintenir les usages. On vous a mis ici quels sont les leviers positifs et les principaux freins qu'on rencontre assez régulièrement. On a mis les leviers positifs un management bienveillant et un accompagnement régulier à l'usage. Hein. Ça fait partie, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, de l'accompagnement des cadres de proximité, de la direction, l'équipe projet. Tous ces professionnels doivent être impliqués dans les usages au quotidien. Évidemment, avoir un logiciel qui soit fonctionnel, simple, rapide, efficace, ergonomique, des procédures simples, bien documentées, voilà, que ce ne sont pas des usines à gaz, une formation selon le niveau d'acculturation. On ne forme pas quelqu'un en fonction, voilà, c'est selon son niveau. Il faut partir parfois de zéro et monter en compétences régulièrement. Il faut acculturer en fonction des possibilités des professionnels. Il faut aussi un environnement de travail serein, hein, puis des postes de travail bien dimensionnés, comme on l'a dit tout à l'heure. Si vous avez un poste de travail pour 12 professionnels, ça va être compliqué pour faire ces transmissions, pour accéder à des services. Il faut que ça soit bien dimensionné, bien structuré,
bien organisé. Il faut du temps aussi pour utiliser le DEI, c'est-à-dire que c'est pas le parent pauvre, mais peut-être un temps dédié en se disant, bah oui, on a le temps d'aller faire ces transmissions, de pouvoir communiquer, d'envoyer des messages sécurisés, de consulter le PAP, d'aller voir le DMP. Tout ça, c'est du temps dédié programmé. Le management bienveillant, et puis évidemment, il faut aussi avoir une certaine appétence pour le numérique. Hein. Quand on est complètement réfractaire, c'est un petit peu compliqué d'aller appuyer sur des touches et de pouvoir s'impliquer dans le numérique. Et puis on a des freins, les principaux, hein, on en a tous, hein, vous les avez tous identifiés. Quand c'est une usine à gaz, un DUI qui est compliqué, où il y a différents aspects difficiles à objectiver, on rentre d'un côté, on n'arrive jamais à accéder jusqu'au bout, on a des bugs, on a des défauts de fonctionnement. Ça, c'est compliqué. Le manque de documentation et des procédures mal connues, voilà, c'est ça. Quand on va qualifier l'INS et qu'on ne connaît pas la procédure, c'est difficile. Quand on veut accéder à la messagerie sécurisée intégrée, qu'on ne sait pas où aller, c'est compliqué. Quand on a un dossier où on n'a pas classé les documents correctement, c'est compliqué. Donc tout ça rend l'utilisation difficile et énerve les professionnels. Donc ça, c'est important. Il faut qu'il y ait une utilisation qui soit plutôt appropriée qu'imposée. Hein. Alors évidemment qu'il y a certaines données de santé qu'il faut obligatoirement utiliser, donc ça c'est important. Mais il faut que ça soit bien vécu. Il ne faut pas que ça soit obligatoire et imposé, même si la réglementation vous oblige maintenant à tracer tout ce que vous faites. Il faut que ça soit dans une configuration d'appropriation. Évidemment, un des aspects négatifs, mais très négatifs, et qu'on retrouve absolument partout dans les établissements, c'est la problématique du turnover, hein, du manque de professionnels. Quand on a une équipe qui est incomplète, bien évidemment, ça crée une tension en interne, ça rend difficile la prise en charge. La prise en charge et comme tout le monde est affairé à utiliser, enfin à apporter le meilleur de lui-même auprès des résidents, des usagers, c'est l'après qui en pâtit, et notamment tout ce qui est relié à l'utilisation des outils numériques. Et quand on est en sous-dimensionné, ça fonctionne pas. Le manque de management, encore une fois, l'équipe projet, les cadres dirigeants ou les cadres intermédiaires, c'est important d'avoir un management bienveillant et pas autoritaire. Et puis le désintérêt pour les nouvelles technologies, vous en trouverez d'autres, hein. Ça, ce sont les principaux qu'on a mis en évidence, mais vous en trouverez d'autres sur lesquels vous aurez vous aussi envie d'accéder et puis surtout d'intervenir, hein, pour les éviter. En fait, l'idée c'est que tout soit au vert et non pas au rouge dans les établissements, mais ça c'est chaque établissement a son propre fonctionnement. Voilà un petit peu ce qu'on voulait dire sur le maintien des usages. Donc pas de secret, pas de miracle. Les usages, c'est au quotidien, c'est vous qui allez les développer, c'est vous qui allez au travers de vos cadres intermédiaires, vos professionnels, les faire perdurer sur le long terme. Gage que forcément à un moment donné, les institutions vous mettront en place des indicateurs à faire remonter qui prouveront que vous utilisez bien ces services socles. Mais en tout état de cause, c'est quand même au quotidien et par l'utilisation des professionnels que l'on va échanger ces services numériques et ces données de santé. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Est-ce que vous avez des questions particulières? On a un petit peu débordé, désolé, mais c'était pour la bonne cause. Voilà, je sais pas, Jean-Rémy, est-ce que tu as des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si on n'a pas de questions, on vous encourage à venir sur les ateliers que l'on a mis en place, ateliers régionaux, avec un premier atelier qui est la mise en place des moyens d'identification électronique, avec les cartes CPE et autres, et puis un deuxième atelier sur le RPPS et les certificats logiciels. Normalement, vous avez été invité à participer à ces ateliers. Merci beaucoup pour votre... Non, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour votre participation. Et je vous souhaite une belle journée et au plaisir. Belle journée à vous. Sur d'autres sujets. Merci. Au revoir.